Bonjour, le générique est terminé, c'est bon? Bon, ben, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce nouveau débat La Cité, la réussite. On va se demander si la défiance est un mal français. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de débats pour savoir en Suède si la défiance est un mal suédois. Enfin, on va voir. Alors, pour en parler, trois invités de marque. Tout d'abord, alors d'abord, oui, je voulais vous dire quand même, je veux surplonger quand même avant de ce débat dans des... C'est un thème français, on le sait depuis très longtemps. Et puisqu'on est là aussi à l'université pour se conseiller des lectures, nous en parlions avec, en tout cas, deux de nos invités avant. Moi, je me suis replongé dans un livre d'un auteur dont les moins de 20 ans ignorent peut-être même le nom. Il s'appelle Alain Peyrefitte. Il avait écrit un livre qui s'appelait Le mal français. Et il en a écrit un autre sur la société de confiance, et très intéressant. Et on en citera d'autres, mais on voit que c'est un sujet politique, un sujet de réflexion en France depuis très longtemps. Qu'est-ce qui fait la richesse des nations? Qu'est-ce qui permet la modernité, le progrès, la croissance? Est-ce qu'il faut aller chercher les facteurs explicatifs dans les mentalités, hein? C'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. Alors, notre première invitée, elle est docteure en sciences politiques. Elle a fait partie du cabinet de 3 ministres de l'Éducation nationale. Elle a été secrétaire générale de la campagne de Benoît Hamon à la présidentielle de 2017. Elle dirige aujourd'hui une agence de conseil en stratégie qui s'appelle Compass Label. Et on va beaucoup s'appuyer aussi pour ce débat sur son dernier livre qui s'appelle Classe figée, comprendre la France empêchée, paru chez Flammarion. Je vous demande d'accueillir Agathe Cagé. Vous pouvez vous asseoir, Agathe. Notre deuxième invité, alors lui, il est confiant. Il est consultant en économie. Il a fondé les Rencontres de l'avenir, hein, qui sont organisées à Saint-Raphaël. Il est essayiste, éditorialiste, et il vient de publier un livre qui s'appelle La civilisation de la peur, chez Ixo Éditions, dans lequel il fustige la représentation négative du monde qui est faite, selon lui, par les médias, les intellectuels, et aussi par les politiques. Et il fustige les déclinologues et les catastrophistes. Je vous demande d'accueillir Nicolas Bouzou. Notre troisième invité, il a été ministre du Budget, président de l'UMP, il est maire de Meaux depuis 1995. C'est aussi un intellectuel de la politique qui publie des réflexions nombreuses dans les journaux et qui s'est beaucoup intéressé à cette question de la défiance. Je vous demande d'accueillir Jean-François Copé. Alors merci d'être là. Je vous rappelle le principe de ces échanges qui va durer 1h30. On va tout d'abord, nos invités vont nous donner un peu leur vision du sujet. On a ensuite des étudiants qui ont préparé des questions. Il y aura un échange à ce moment-là. Et puis un troisième temps d'échange avec vous dans la salle si vous souhaitez poser des questions, revenir sur des points qui auront été abordés précédemment. Alors, pour revenir
Je ne sais pas si c'est un auteur que vous affectionnez beaucoup, Alain Perfit, Agathe Cagé. C'est un auteur, à minima, que j'ai lu sur ses bancs. Bon. Alors, est-ce qu'il faut penser cette question de la défiance en termes presque culturels? Est-ce qu'il y a... est-ce que la défiance est un truc français ou c'est encore là, dirait Nicolas Bouzou, un peu notre masochisme qui nous fait voir ça comme un sujet hexagonal? Merci d'abord pour votre invitation et merci pour votre présence. La France a cette qualité très forte qu'elle aime à s'interroger sur elle-même. Donc c'est peut-être pour ça que nous avons tendance plus que les autres pays à nous interroger sur notre rapport à la défiance, sur notre rapport à la confiance, sur notre rapport au progrès, sur notre capacité à nous projeter positivement ou un peu moins positivement dans l'avenir. Une fois qu'on a dit ça, la France actuellement fait face à une double difficulté. La première difficulté, c'est qu'il y a un immense besoin de considération qui s'exprime au sein de la société française et qui s'exprime partout au sein de la société française, qui s'exprime aussi bien à Champigny-sur-Marne qu'à Nevers pour des raisons différentes, qui s'exprime aussi bien au centre de Paris que dans les territoires ruraux. Il y a une demande de la part des Français, quel que soit leur mode de vie, quel que soit leur travail, quelle qu'a été leur formation, quelle que soit leur espérance, de trouver face à eux une forme de considération qui leur permette de se sentir comme des membres à part entière de la société française, des membres reconnus comme importants, quel que soit leur lieu de vie, quel que soit leur revenu, quel que soit leur patrimoine de la société française. Et ce besoin très naturel de considération ne rencontre pas nécessairement et rencontre assez peu dans les années récentes un retour, que ce soit à la fois des pouvoirs publics, que ce soit des médias, que ce soit du reste de la société française, ce qui nourrit en partie ce sentiment d'une défiance latente de la société. Mais ce n'est pas tant une défiance qui serait nourrie d'un manque de confiance les uns envers les autres, c'est plutôt une défiance qui prend sa source dans le fait que chacun attend de l'autre, qu'il y ait une forme de considération qui soit exprimée vis-à-vis de lui-même. Et si on retrouvait cette capacité finalement à faire preuve de ce qui est assez simple, d'une volonté de regarder les autres dans leurs différences comme appartenant au même corps social que nous-mêmes, on irait très vite au-delà de ce sentiment de défiance actuel. Alors Nicolas Bouzou, est-ce que vous percevez dans les propos que vient de tenir Agathe Cagé ce que vous appelez le ressentiment des intellectuels généralistes, le pessimisme organique de l'intellectuel français? Alors, je ne le ressens pas là dans ces propos en particulier, mais en revanche, de façon générale, oui, c'est quelque chose que je ressens et que je développe en effet dans le livre. Alors en fait, je n'ai d'ailleurs rien fait d'autre qu'actualiser un très grand livre qui s'appelle L'opium des intellectuels de Raymond Aron, dans lequel en fait il s'interroge déjà sur cette figure de l'intellectuel en France et sur le fait que l'intellectuel est toujours contre la société, contre le pouvoir, contre la façon dont les choses se passent en France de façon très, très générale. Alors, il y a une explication qui serait une explication un peu circonstancielle, qui serait de dire, au fond, quand on devient un intellectuel, c'est que par définition, on a un esprit critique, donc il est assez logique que l'intellectuel critique, sinon on fait autre chose dans la vie. Mais Raymond Aron a une explication qui est un peu plus profonde, je trouve, et qui trouve un champ d'application particulier à la France. En fait, ce qu'il explique, c'est que la France, depuis les Lumières et plus encore depuis la Révolution, est sans doute le pays dans lequel les intellectuels ont la plus haute considération d'eux-mêmes et de leur impact sur la société, de façon tout à fait justifiée d'ailleurs, puisque en effet, on peut considérer que ce sont les intellectuels qui ont jeté les bases théoriques de la Révolution et de la République. Mais en tout cas, ils ont cette idée très haute de l'impact qu'ils peuvent avoir sur la société. Et en même temps, explique Raymond Aron, la France est sans doute l'un des pays dans lequel les conditions matérielles des intellectuels sont les plus défavorables. Si vous regardez la rémunération d'un professeur d'université en France et que vous le comparez à un professeur d'université d'une grande université américaine, l'écart est énorme. Et donc, l'explication d'Aron, qui est assez amusante, c'est de dire, au fond, à partir du moment où vous avez une très haute opinion de votre rôle dans la société et où vous avez une situation matérielle qui
n'est pas meilleur que la moyenne de vos concitoyens, ben, ça génère une espèce de défiance, de ressentiment, appelez ça comme vous voulez. Et je pense que cette explication est tout à fait juste. Alors après, il y a plein de choses dans le climat de défiance actuel. Il y a la question des médias, il y a la question des chaînes d'infos en continu, il y a la question des réseaux sociaux, il y a la question aussi de la façon dont notre vie politique est organisée. Elle est très clivée, on est un pays très clivé. Donc, par définition, si vous n'êtes pas au gouvernement, par exemple, vous êtes obligé d'en dire le plus grand mal. Donc, on a ce débat public qui est assez anxiogène. Et il me semble aussi, et là je remonte un petit peu plus en profondeur dans l'histoire, mais que la France a ceci de particulier, mais je développerai peut-être un peu plus tard, que l'État, il joue un rôle particulier, ou est censé y jouer un rôle particulier, et quand, comme c'est le cas aujourd'hui, nous connaissons une crise de l'efficacité de la politique, à mon avis, ce qu'on connaît n'est pas du tout une crise de la représentativité. Je pourrais développer plus tard, mais je pense que c'est pas du tout ça. Je pense qu'on connaît une crise de l'efficacité de la politique, de l'efficacité de l'État, et que là, nos concitoyens sont complètement perdus, en fait. À partir du moment où l'État faillit en France, c'est encore plus grave que quand il est mis en échec dans d'autres pays. Jean-François Copé, pour citer d'autres auteurs qui ont travaillé sur la question, 2 économistes, Yann Algan et Pierre Cahuc, selon eux, en fait, il y a eu un retournement dans l'histoire de France et qu'on était plutôt un peuple assez confiant, optimiste jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, qui a eu un retournement après la Seconde Guerre mondiale et que, selon eux, c'est notre modèle social issu de la libération qui serait en cause dans cette défiance, avec des droits sociaux accordés en fonction du statut, de la profession. Est-ce que vous, si vous faites la généalogie de la défiance, vous la feriez monter à cette date-là, à cette cause-là ou... Oui, bien sûr. Pas tant d'ailleurs au modèle social post-1945 qu'au complexe de Vichy, qui en réalité nourrit encore aujourd'hui beaucoup des interrogations existentielles sur qu'est-ce que ça veut dire d'être français au regard de cette période tragique de notre histoire. Et ça m'amène à rebondir sur tout ça, parce qu'après tout, dans ce panel, à la différence d'Agathe et de Nicolas, je suis un praticien de la vie politique, même si je suis un peu retraité, donc du coup transformé maintenant en coach de ceux qui veulent bien qu'on partage quelques expériences, puisque moi j'ai eu la chance de faire vraiment de la politique active à un temps où les chanteurs avaient de la voix, si vous voyez ce que je veux dire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Du coup, ça m'amène assez naturellement à rebondir sur ce que tout à l'heure Agathe et Nicolas ont dit, et ça prolonge votre question. Je pense, comme Nicolas, que le grand reproche qui est fait aujourd'hui à notre système démocratique, c'est pas d'ailleurs propre seulement à la France, c'est vraiment un procès en inefficacité, c'est-à-dire cette perception qu'ont les Français que finalement les hommes politiques n'ont jamais de résultats, que ça va, de leur point de vue en tout cas, moins bien qu'avant. Et c'est vrai que sur ce sujet, les politiques dans le monde démocratique et dans le monde occidental sont terriblement défaillants, et ils le sont d'autant plus qu'ils sont absolument incapables d'expliquer de manière convaincante les actions positives qui sont menées et incapables, dans le discours qu'ils construisent, de le remettre en perspective devant nos concitoyens. Car la vérité, c'est qu'en fait, les pays occidentaux en général, et la France en particulier, mais il y en a bien d'autres, vivent remarquablement bien. Que nous sommes l'un des rares pays au monde où le logement est quasiment gratuit, tellement il est aidé, que la santé est gratuite, que l'éducation est gratuite, et qu'en réalité, ce sentiment de décalage entre les résultats que l'on peut obtenir et la réalité de la générosité du modèle rend beaucoup de gens totalement schizophréniques, y compris pour certains d'entre eux, et c'est ça qui me fait le lien avec votre référence historique, qu'il y a aujourd'hui une perte de conscience du tragique. Parce que le tragique, en réalité, c'est la guerre. Et bon, j'ai évoqué ça dans une émission de radio il n'y a pas très longtemps, mais je vous le partage, c'est que une de mes filles, la dernière, qui est venue me voir horrifiée en me disant « Papa, c'est tragique », c'est un mot qui est très utilisé de nos jours, et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et elle m'a dit « Mon portable ne marche plus. » Bon. Et je lui ai dit « Écoute, en fait, non, c'est ton grand-père, 1943, la rafle, Aubusson, sauvé par des juges, ça c'est tragique. » Et effectivement, j'ai recalé les choses, elle m'a dit « Oui, en fait, c'est vrai, d'accord. » Mais j'en ai sauvé une, mais je ne sais pas combien. Et cette question, en réalité, elle est dans toutes nos réunions politiques.
Si vous saviez, j'étais ce matin à Meaux, la ville dont je suis le maire, dans une réunion de quartier. Le nombre de choses tragiques qu'on m'a racontées, c'est inouï. Et à un moment, je me suis un petit peu emporté, gentiment, en disant, je sais que c'est toujours normal, on s'essuie les pieds sur les hommes politiques, mais je viens de vous faire la liste de tout ce qu'on a fait dans le quartier, dans l'immeuble, les arbres qu'on a totalement nettoyés, les personnes qu'on a interpellées parce qu'il y avait un point de deal, les barrières automatiques qu'on a mis pour protéger vos parkings. Il n'y a pas grand-chose comme ça dans beaucoup d'autres pays. Et donc, du coup, les gens se disent, oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai en fait. Et à la fin de la réunion, finalement, c'était vrai. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que nous sommes aujourd'hui confrontés à un vrai dilemme qui est de voir comment on est capable de remettre dans une démarche positive l'accumulation des problèmes qui, en réalité, ne sont pas de vrais problèmes pour beaucoup d'entre eux. Et si vous me permettez, je voudrais rebondir enfin sur ce qu'a dit Agathe. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, Agathe. Mais la crise de considération dont vous parlez, je pense, à l'aune de l'expérience qui est la mienne, d'ancien ministre, mais aussi d'élu local, que la crise de considération, elle ne concerne pas les gens qui souffrent, elle concerne les gens qui réussissent. Parce que finalement, les gens qui souffrent en France, on a énormément de réponses pour eux et on le fait avec une considération dont on n'a pas idée quand on ne souffre pas soi-même. C'est extraordinaire la réponse qui est apportée à tous les gens qui vivent des épreuves en France. En revanche, ceux qui réussissent, eh ben, la considération, elle est quand même rarement au rendez-vous et ça, c'est le mal français. Alors, vous allez répondre, Agathe. Vous avez l'occasion de répondre à travers les questions que vont vous poser les étudiants. Donc, on ouvre la première phase de notre rencontre. Qui veut poser la première question par rapport à ce qu'on s'est dit? Oui. Alors, on a besoin d'un micro. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous, donc Marin Vulfrazzi, je suis étudiant à la Sorbonne en droit et j'avais une question sur ce dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Bouzou, sur l'État. En France, on pourrait considérer éventuellement que l'un des coupables de cette défiance à la française, c'est l'État avec une structure administrative assez conséquente, avec des impôts, des normes, des réglementations, et justement, et aussi un État qui empêche les citoyens de créer, d'innover et de maîtriser leur propre destin. Et parmi les remèdes qu'on pourrait trouver face à cette défiance, est-ce que ce ne serait pas justement la liberté? Et avec cette liberté, comment en garantir l'effectivité? Juste avant que Nicolas réponde, je cite son livre. « Quand l'État faillit en France, c'est la dépression nerveuse nationale ». Oui, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans notre pays, historiquement, pour des raisons qui sont des raisons très fondamentales, qui sont des raisons liées à la géographie, qui sont des raisons liées au peuplement, à notre histoire, à toutes les guerres qu'on a connues, l'État a un rôle particulier. Donc quand l'État faillit en France, ça crée une espèce de crise d'identité. Alors, votre question, elle touche un point sensible chez moi, puisque je suis un libéral et je m'inscris très modestement, mais dans une tradition qui part de Tocqueville, qui passe par Benjamin Constant jusqu'à Raymond Aron, Sandor Maraille à l'étranger, Mario Vargas Llosa, etc. Donc je suis très sensible à cet argument. Je pense en effet qu'aujourd'hui, la crise de l'État vient du fait que l'État s'auto-entretient lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, on confond l'objectif et la cause. On a un État, une sphère publique, qui a énormément grossi ces dernières années. Vous pouvez prendre tous les indicateurs que vous voulez, vous pouvez prendre l'accumulation de normes, les lois, la dépense publique, tout ce que vous voulez. Bon, tout ceci a beaucoup grandi, à un tel point qu'on approche un seuil d'inefficacité, mais même un seuil qui empêche un certain nombre de nos concitoyens d'exprimer leur talent. Il suffit d'en parler aux agriculteurs, pour prendre un exemple qui est dans l'actualité. Quand vous parlez aux agriculteurs, quand vous écoutez les agriculteurs, en fait, ils vous disent
toujours la même chose. C'est-à-dire on souffre d'une surtransposition. C'est pas Bruxelles le problème, hein, c'est la surtransposition française de ce qui est voté ou décidé à Bruxelles. On a des problèmes de charges, on nous envoie des injonctions contradictoires. Voilà. Donc on voit bien que d'une certaine façon, ils sont empêchés, d'une certaine façon, ils ne sont pas traités en adultes. Ils sont traités un peu en agents ou en sous-traitants de l'État. Et donc ça, je pense que c'est un immense chantier politique. Je pense que c'est un magnifique chantier parce qu'il s'agit de redonner de l'autonomie à la sphère privée. Et je pense, par rapport à ce que disait Jean-François Copé, auquel je suis très sensible, qu'on peut en plus le recontextualiser dans l'histoire de France. C'est ce que fait De Gaulle dans le premier tome des Mémoires d'Espoir, donc qu'il a écrit après avoir été battu par le référendum sur la régionalisation. De Gaulle était libéral économiquement, c'est assez peu su, mais il le développe vraiment de façon extrêmement précise dans le premier tome de cet ouvrage. D'ailleurs, il avait demandé à Jacques Rueff, le plus grand libéral de l'époque, de mettre en place sa politique économique. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il explique très clairement que pour lui, la liberté et l'autonomie de la sphère privée est un attribut de la puissance. C'est ça ce qui va permettre au pays de donner le meilleur de lui-même et d'être puissant. Et je vais prendre 2 exemples très concrets dans l'actualité, si j'ai encore juste 30 secondes. 30 secondes. Quelles sont nos 2 plus grandes fiertés cette année, nous Français? Les Jeux Olympiques et Notre-Dame. C'est intéressant. Pour ces 2 chantiers, il a fallu des lois d'exception qui ont permis de court-circuiter tout ce qui nous emmerde tout au long de l'année. Et là, les Français ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Résultat de tout ça, quand on laisse les Français, vous avez eu des Jeux Olympiques qui ont mis le monde KO, parce que nos amis américains, ils pensaient mettre Beyoncé dans un stade avec un chapeau de cow-boy en Californie, ils sont bien embêtés maintenant. Quant à Notre-Dame, je suis assez optimiste sur le résultat. Voyez ? Donc, je pense qu'il faut traiter les Français en adultes et que l'État traite nos concitoyens en adultes. On a pu se poser la question cet été d'ailleurs, en dehors des Jeux Olympiques, si on avait vraiment besoin d'un gouvernement. Ça dépend du gouvernement. Hein. Une autre question. À moins que vous vouliez... mais on va peut-être avancer dans les questions et puis... ouais. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Mayumi Bergadieu, étudiante au CELSA en marketing. Ma question pour vous tous et toutes, c'est la défiance française est alimentée par un sentiment de déclassement de la France. Ce sentiment semble réel puisque du 4e rang dans le classement des puissances économiques du monde dans les années 1970, on est passé en tant que 7e. Dans ce cadre, au même titre que l'a été l'apparition d'Internet, l'émergence de l'intelligence artificielle apparaît comme un vivier de création de richesses. Dès lors, peut-on espérer, dirons-nous sans naïveté, que la France et même l'Europe sauront saisir la balle au bond et contribuer à cette révolution technologique? Ou faut-il déjà se résigner à partager les miettes de ce que les États-Unis ou la Chine voudront bien nous laisser? Merci. Agathe Cagé. Pour moi, la défiance française, elle est nourrie de 3 choses et la réponse qu'on pourra apporter sur l'intelligence artificielle, ça permettra de montrer que oui, il y a des voies de réponse dans ce sens-là. La défiance française, pour répondre à Jean-François, elle est nourrie pour moi dans le rapport aux politiques, pas parce que les Français auraient un rapport négatif a priori à leurs hommes politiques, mais parce qu'on a un problème en France depuis 30 ans avec des responsables politiques qui ont totalement décrédibilisé la parole publique. C'est-à-dire qu'on a des responsables politiques qui n'ont lu Hannah Arendt qu'à moitié. Hannah Arendt a défini dans La crise de la culture de manière très simple l'essence du travail politique. Hannah Arendt dit « l'essence du travail politique a toujours consisté à faire des promesses ». Nos responsables politiques ont lu Hannah Arendt juste là. Même pas un résumé de ChatGPT, hein, Hannah Arendt en entier jusque là. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas fini la phrase. L'essence du travail politique pour Hannah Arendt consiste depuis toujours à faire des promesses et à les tenir, même dans des contextes d'incertitude qui sont existentiels. Aujourd'hui, en France, depuis 30 ans, on voit se succéder, notamment au niveau national, des générations de responsables politiques qui se font élire sur des catalogues de promesses qu'ils commencent à ne pas tenir dès qu'ils ont obtenu le suffrage populaire. En cherchant immédiatement un certain nombre d'excuses, alors là en France, on gagne le concours Lépine des excuses qu'on ne tient pas,
et en justifiant en partie ces excuses par des contextes d'incertitude. Or, nous sommes dans une situation, plus encore aujourd'hui qu'hier, marquée par la complexité et l'incertitude, le fait que nous avons connu depuis 2008 et nous allons connaître dans les 10, 20, 30, 40, le demi-siècle à venir, des crises qui vont se succéder. Que ce soit des crises sanitaires, des pandémies mondiales, des crises environnementales, des crises financières, des crises économiques, des crises de souveraineté technologique. Face à cet horizon de crise, la France a besoin de responsables politiques qui limitent le nombre d'engagements qu'ils prennent, mais qui tiennent l'ensemble des engagements qui sont pris. La crise fondamentale de notre démocratie représentative est liée au fait que la parole publique, aujourd'hui, a perdu absolument toute valeur. Et dans notre rapport à la démocratie plus directe, aux conventions citoyennes, etc., qu'on a essayé de développer un peu comme des compensations à la crise de la démocratie représentative, on a un rapport politique qui est exactement le même, c'est-à-dire que je monte une convention citoyenne sur le climat, je promets que l'ensemble des 150 mesures seront immédiatement transposées, soit par le règlement, soit par la loi, même si j'ai parfaitement conscience qu'au regard de notre Constitution, ça ne sera pas possible. Mais je fais cette promesse au lancement de la Convention citoyenne. La Convention citoyenne rend ses préconisations et je décide immédiatement d'en enterrer 147 sur 150. Là, vous traitez exactement la démocratie directe comme la démocratie représentative et vous aurez exactement le même problème à la fin. Première source de la défiance française. Deuxième source de la défiance française, c'est qu'on a, j'espère que vous ne m'en voudrez pas Jean-François, mais des responsables politiques, et là c'est pas que français, on l'a vu aux États-Unis lors de la dernière élection présidentielle, qui tiennent des discours macroéconomiques qui sont véritables, tout en ayant des discours qui parlent des Français, comme si la situation de tous les Français était similaire, et comme s'il n'y avait pas des points de difficulté majeurs qui continuaient à exister dans ce pays. Je vous incite juste à lire le rapport qu'a sorti il y a 10 jours le Secours catholique sur la problématique de vulnérabilité et de pauvreté en France. On continue en France à avoir aujourd'hui un Français sur 6 qui est obligé de faire des arbitrages entre manger, se loger, se chauffer, habiller ses enfants. Ça, c'est des réalités qui existent. Et bien sûr, en France, si on peut en être fier, on a un certain nombre d'amortisseurs sociaux qui existent, mais on est dans une situation où on a encore une grande partie de la population qui fait face à des difficultés liées à des processus de précarisation, à des cumuls de vulnérabilité qui sont d'autant plus forts dans certains territoires qui sont, pour des raisons de mobilité et de retrait des services publics, très loin de tous les liens de solidarité collective qui peuvent exister. Et puis notre troisième difficulté en termes de défiance, et là j'arrive sur l'intelligence artificielle, c'est le fait qu'en France, on adore critiquer ce qui est une des forces majeures de mon point de vue de notre pays, c'est l'État qu'on a réussi à construire et l'État-providence qu'on a réussi à construire. C'est-à-dire que si la France est et reste une puissance économique, la 7e mondiale, alors on a été 5e, on est 7e, ça peut apparaître comme un déclassement, mais on reste une puissance économique extrêmement importante. On reste une puissance capable d'organiser des Jeux olympiques. On reste une puissance avec un État-providence qui est véritablement un modèle dans beaucoup de parties du monde. Et au lieu de considérer cet État-là comme une forme de fierté, en s'interrogeant bien sûr sur la manière de faire évoluer notre service public de l'éducation, notre service public de santé, nos politiques économiques, non. On critique l'État comme si c'était le principal défaut de notre pays. On critique l'État comme si c'était un problème, alors que c'est autour de ça, depuis la Seconde Guerre mondiale, qu'on a réussi à construire une société, une économie qui est extrêmement forte. Et la France aujourd'hui, beaucoup plus que d'autres pays au sein de l'Union européenne, va peut-être être capable et est en train d'être dans les locomotives et les leaders de ce qui se fait de mieux en intelligence artificielle et de ce qui se fait de mieux, notamment sur les intelligences artificielles génératives, et de se tenir au niveau des Chinois et des Américains, et d'être regardé de très près, et d'être à Paris, le lieu où s'installent les sièges européens d'OpenAI, où vous avez des sièges qui se sont installés très tôt en intelligence artificielle, parce que la France, c'est le lieu où on forme dans les universités et dans les grandes écoles, à très haut niveau, les meilleurs spécialistes de l'intelligence artificielle. Et ça, c'est dû à la puissance de notre service public d'éducation. Pourquoi, quand vous regardez dans les boards de Meta, quand vous regardez dans les boards de Google, quand vous regardez des personnes comme Yann Lequin, qui est un des pères par la Constitution des réseaux de neurones convolutifs de l'intelligence artificielle générative, quand vous les regardez, vous avez en face de vous des Français. Vous avez en face de vous des Français qui, peut-être aujourd'hui,
ont des sujets de est-ce que c'est plus attractif pour moi d'aller faire ou pas une partie de ma carrière à l'international. Mais vous avez des Français qui ont été formés en France grâce à ce qu'on a été capable de faire en termes de construction d'une politique éducative, construction de stratégies économiques, construction de politiques d'investissement sur l'intelligence artificielle pensée par l'État. La force des startups françaises dans l'intelligence artificielle, c'est bien sûr les entrepreneurs qui sont à la base de ces startups, c'est aussi l'accompagnement qui a été porté depuis 10 ans par la mission French Tech. L'État est une de nos forces et la défiance par rapport à la France, en France, elle est aussi liée à la facilité d'un discours qui critique ce qui devrait faire de mon point de vue, et ce qui est de mon point de vue une des plus grandes fiertés de notre pays. Jean-François Copé. Bon, moi je trouve ce débat génial parce qu'on met les pieds dans le plat sur beaucoup de choses et je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir avoir des lieux pour le faire. Donc je voudrais vraiment rebondir sur ce qui a été évoqué là parce que c'est majeur de mon point de vue qu'on ait cet échange. Bien sûr que le procès en absence de résultats a pour première origine la défaillance d'un certain nombre de dirigeants politiques dits de gouvernement par opposition, et je vais revenir aux responsables politiques populistes. Un dirigeant de gouvernement, de parti de gouvernement par opposition à un populiste, en réalité, si on doit en 2 minutes l'évoquer, c'est quelqu'un qui est considéré comme rationnel, rigoureux, apportant des réponses argumentées, là où il faut bien le dire, on est beaucoup moins exigeant avec un dirigeant populiste. J'ai fait des dizaines de débats avec Mélenchon ou Le Pen. C'est vrai qu'à chaque fois, on joue 2 couloirs parallèles quand même. C'est-à-dire que Madame Le Pen peut vous dire qu'il y a 18 millions de musulmans en France, 250 millions de migrants qui viennent tous les jours envahir la France. Les gens, vous savez que c'est n'importe quoi, mais les gens vous disent non mais c'est normal, c'est Le Pen. Je prends Le Pen gentiment, parce que je peux faire pareil avec Mélenchon. Et alors moi, si j'ai le malheur de faire une erreur parce que j'ai mal dormi sur le prix du pain au chocolat, j'ai 6 mois de campagne de presse. Justifiée d'ailleurs, mais enfin, c'est vrai qu'il faut savoir que on est vraiment sur 2 couloirs parallèles. Et en réalité, l'exigence de l'opinion publique à l'égard des responsables de gouvernement est inversement proportionnelle à l'indulgence dont bénéficient ces dirigeants. Pourquoi je commence par là ? C'est parce qu'en réalité, les dirigeants de partis de gouvernement n'auraient jamais dû céder à cette facilité qui consiste à répondre vite pour satisfaire le journal de 20 heures à une question qui est évidemment complexe, plutôt que de préférer prendre un peu plus de temps et, le cas échéant, de dire non. Non, je ne ferai pas ça. Au lieu de dire « Ouh là là, le problème est arrivé sur RTL ou France Inter à 7 heures du matin, il faut que j'ai une question d'actualité à 15 heures, je vais évidemment annoncer une loi pour sauver le journal de 20 heures. » Ce qui est évidemment tout le contraire de ce que De Gaulle nous a appris. La grande complexité de la démocratie, c'est le rapport au temps long. Et la vérité, c'est que, qu'est-ce qui nous est fait comme reproche ? C'est de ne jamais faire ce pourquoi nous sommes élus, et notamment au niveau national. C'est probablement beaucoup moins vrai, Agathe, sur le plan local. Pourquoi ? Parce que le rapport aux citoyens sur le plan local, il est immédiat. Si vous avez promis quelque chose que vous ne faites pas, votre administré va venir vous voir une fois, pour vous le rappeler gentiment, une deuxième fois un peu moins gentiment, la troisième, il ne reviendra pas. Il ne votera plus jamais pour vous. Et au bout d'un certain nombre de gens qui ne reviennent pas, ça vous fait une défaite automatique. Très difficile de mesurer ça au niveau national, parce que les choses sont tout à fait différentes, l'éloignement est permanent. Et en réalité, nous l'avons accru avec ces décisions débiles de supprimer la possibilité pour les maires d'être députés. C'est les seuls Français qui n'ont pas le droit d'être députés, en dehors des condamnés à la prison. C'est une absurdité, mais totale, parce qu'en réalité, comme prévu, ça a coupé les élus locaux de l'accès à Paris, donc ils ne peuvent pas raconter des choses dans un pays qui est malheureusement très jacobin, et ça fait que les députés n'ont strictement aucune connaissance de ce qui se passe sur le terrain, ou très peu. Non pas qu'ils y soient pas, ils y sont comme tout le monde, sauf que les gens ne vont pas les voir. Parce que les gens, ils vont voir le maire, c'est le maire qui va trouver des solutions. Et un maire, normalement organisé dans sa tête, il en profite pour interviewer la personne qu'il voit. Parce qu'en réalité, un demandeur d'emploi, une personne en grande précarité, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Je me souviens quand Macron a balancé à quelqu'un qui lui demandait un emploi, il dit « Mais moi, je traverse la rue, je trouve un emploi ». Je dis « Mais il n'a jamais fait une permanence de quartier, ça se voit tout de suite ». Parce qu'en vérité, chaque situation est différente. Et si vous êtes du métier,
Vous vous posez avec la personne, vous dites, racontez-moi votre histoire. Comment vous en êtes là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et chacun est différent. Et le fait de ne pas faire ce travail-là fait qu'en réalité, vous avez cette absence de perception du réel et de la grandeur du métier politique, car c'est un métier. C'est en permanence de faire le lien entre le local et le national, en permanence d'avoir cette approche de long terme. Alors, bien sûr, un certain nombre d'hommes ou de femmes politiques, pour essayer de faire populo, se croient obligés d'inventer des concepts qui sont absurdes. Le débat national, dont vous avez parlé, Agathe, les 150 propositions, vous dites qu'il n'y en a que 2 qui ont été retenues, ou 3, je ne sais plus. Bon, mais si on prend 2 minutes pour les lire, elles sont toutes plus absurdes ou inapplicables les unes que les autres. Et c'est pour ça qu'elles n'ont pas été appliquées. Macron, il aurait adoré pouvoir dire « j'ai pris les 150 », sauf que quand on les lit, on se rend compte que beaucoup d'entre elles ne sont juste pas applicables, pas tenables. Et c'est normal. C'est un métier, la politique. Je suis désolé de devoir le dire. Enfin, quand vous avez une énorme panne chez vous, c'est une panne électrique, une panne de plomberie, évidemment vous allez appeler un professionnel. Vous avez, pareil, un professeur, c'est un métier. On a tous des métiers. Le seul domaine dans lequel on considère qu'il n'y a pas besoin d'être un métier, c'est politique. Tout le monde peut y aller, même quand on a 2 heures à perdre le dimanche après-midi. Ben non. Chirac nous a appris ça, nous, la génération qui est la mienne, tous les jours. Il faut être maire, député, ministre, élu, battu, tu prends des coups, t'en donnes, et peut-être un jour, au bout d'un certain nombre d'années, les Français considéreront que tu es prêt. Et bien sûr, qui n'a jamais fait une permanence de quartier, qui ne s'est jamais trouvé dans un hall de tour avec 8 types qui vous regardent de travers en vous insultant, vous n'allez pas baisser les yeux, mais vous n'allez pas y passer 2 heures non plus, je vous garantis, ne sait pas ce que c'est que l'engagement, parce que vous incarnez la République sur le terrain, qu'il ne faut rien lâcher. Une réunion sur la laïcité avec des communautés religieuses qui vous tombent dessus. Qu'est-ce que vous allez décider? La plupart du temps, croyez-moi, c'est l'image du GI parachuté à Sainte-Mère-l'Église, à qui on dit tu te débrouilles, tu vas, 6 juin 44, tu vas à Berlin avec ta boussole. La plupart du temps, il n'y a rien d'écrit sur le sujet. C'est ça la grandeur aussi de la politique. Pourquoi je me permets de vous raconter ça? C'est parce que je suis convaincu que si on veut rétablir d'urgence, avant que les populistes ne s'occupent de tout, et de la pire manière, qu'ils soient à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, il faut absolument renouer avec un discours qui soit un discours structuré, assumé, dans lequel on n'a pas peur de reconnaître ses erreurs au lieu de justifier l'injustifiable, d'instaurer une culture de résultat dans lequel on dit voilà, je vais prendre par ordonnance, Nicolas l'a rappelé avec les lois d'exception, et non pas avec des lois qui durent 18 mois, quand on sait qu'un tweet ça dure 18 secondes. Bien sûr qu'il faut, par ordonnance, comme l'avait fait d'ailleurs De Gaulle en 1958, prendre tout de suite, en début de quinquennat, les 15-20 décisions qu'on doit prendre, et on passe l'essentiel de son quinquennat à les appliquer, à les évaluer, et à les modifier le cas échéant. Dans tous les grands sujets, retraite, immigration, finances publiques, etc. C'est ça qui fait la différence. Et c'est là-dessus que ça a du sens d'être élu et que le théorème d'Hannah Arendt a tout son sens. Car là, vous faites effectivement ce pourquoi vous avez été élu, au lieu d'être obsédé dès le lendemain d'élection à séduire les gens qui n'ont pas voté pour vous et qui, de toute façon, ne voteront pas plus pour vous. Sarko l'a expérimenté, même Hollande l'a expérimenté, Macron a fait un peu tout à la fois, ça a donné un beau résultat. Tirons-en quand même une véritable leçon. Et enfin, dernier sujet, l'intelligence artificielle. Bien sûr, on a en France, par notre appareil de formation, des jeunes, moins jeunes, exceptionnels, mais qui malheureusement sont tellement sous-payés en France, n'ont tellement pas les mêmes perspectives qu'ailleurs, que c'est du pain béni pour nos amis américains, qui sont trop contents de leur proposer des ponts d'or, qui en réalité leur coûtent bien peu de choses à côté de ce que nos intelligences rapportent dans ce domaine. Et le rapport du Secours catholique, que j'ai évidemment lu moi très attentivement, parce que je suis le maire d'une ville dont une partie de la population est extrêmement modeste, j'ai juste envie de dire une chose. Là aussi, la parole politique est extrêmement défaillante. Pourquoi? Parce que tout doit être explicable dans la vie. La situation de précarité, elle est explicable. Elle ne tombe jamais du ciel. On sait tous qu'il y a un certain nombre de facteurs qui viennent s'accumuler et qui fragilisent une partie de notre population. Parmi celles-ci, il y en a 2 et 3 que je veux mettre en avant. Le premier, c'est que dès le plus jeune âge, il y a des comportements observés de parents abandonniques qui génèrent des générations entières de jeunes qui très vite sont livrés à eux-mêmes, qu'ils sont alors la cible, y compris, parce qu'après c'est trop tard, d'un fléau absolu qui est la drogue. Ça, c'est le premier volet. Et puis, il y a un deuxième volet qui est explicatif de cette situation, c'est le rapport au travail, qui en réalité est devenu aujourd'hui le maillon faible de notre pays. Parce que plus personne n'ose dire, en mettant les pieds dans le plat,
qu'à partir du moment où on a un problème de pouvoir d'achat, ben on l'a aussi parce que depuis, 40 ans, on explique que c'est mieux de travailler moins. Alors même qu'aucun père ou mère de famille ne va dire à son enfant, si tu veux réussir dans la vie, tu travailles moins à l'école. Et pourtant, c'est bien ce que cette nation, depuis des années, continue de laisser dire pour des raisons d'absence de courage politique, parce qu'on veut gagner une élection. Et c'est ça que nous payons au prix fort aujourd'hui. On a abordé pas mal de... On prend une question sur l'IA, voilà. Je vais dire un mot sur l'IA, Parce juste que pour Maguette répondre avait à un votre peu de question retard. sur l'IA On en a Europe avancé. versus IA aux États-Unis et en Chine. Non, moi je pense que nous avons un énorme problème. Quand on regarde aujourd'hui les entreprises qui comptent en matière d'IA, OpenAI c'est un avatar de Microsoft, Apple, IBM, Amazon, X, Neuralink, etc. La vérité, c'est que toutes ces entreprises sont américaines, toutes. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet. Je pense qu'en Europe et en particulier en France, nous sommes très performants pour utiliser les innovations et notamment pour utiliser l'intelligence artificielle, et la pénétration de l'intelligence artificielle, je pense, va se faire rapidement. Mais là, on parle d'un autre sujet, qui est non pas l'utilisation, mais la production de l'intelligence artificielle, qui est beaucoup plus qu'un sujet économique. C'est un sujet d'autonomie, c'est un sujet scientifique, c'est un sujet militaire, c'est au fond un sujet de souveraineté, j'aurais presque envie de dire un sujet de civilisation. La question qui est posée à nous, c'est dans cette immense vague de destruction créatrice schumpeterienne, est-ce que nous voulons être ballottés au gré du vent, ou est-ce que nous voulons jouer un rôle ? Et pour moi, qui suis français et européen, je veux que nous jouions un rôle, mais nous n'y sommes pas. Et une indication, une piste d'explication a peut-être été donnée par Thierry Breton, contre son gré, qui, lorsqu'il a fait l'e-Act, ce grand acte de régulation de l'intelligence artificielle, a triomphalement expliqué que l'Union européenne était la première zone au monde à mettre en œuvre un acte de régulation aussi strict. Eh bien, vous me permettrez de voir un lien entre ça et le fait que nous n'ayons aucune entreprise de l'intelligence artificielle qui compte. Il y a peut-être un lien. Évidemment qu'il faut réguler l'intelligence artificielle. Ce serait outrancier de dire l'inverse. Évidemment qu'un certain nombre d'usages sont très dangereux et qu'il faut faire attention à ça. Mais réguler seul, avant les autres, quand on n'a pas fait émerger de champions, je pense que c'est un contresens qu'on va payer. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il faut que la France et l'Europe se vivent comme des puissances, pas simplement comme des marchés, pas simplement comme des zones à défendre, pas simplement comme des endroits où il faut tout protéger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risques et jusqu'à ce que tout soit mort. Il faut vraiment, justement c'est un peu le thème d'ailleurs, qu'on reprenne confiance en nous et qu'on soit beaucoup plus conquérants, notamment sur ces sujets-là. Parce que moi, que les Européens deviennent des sous-traitants sur ces sujets-là des États-Unis ou des Chinois, j'aime pas. On va prendre une autre question. Oui, il y a 150 ans, à la Sorbonne, Ernest Renan, peut-être entre ses murs, faisait l'éloge de la nation qu'il considérait comme un principe, comme une âme spirituelle. Est-ce que vous considérez, et cette question s'adresse à l'ensemble de la table, que ce concept de nation, cette volonté de transmettre un héritage, de ce désir de vivre ensemble, c'est un concept qui est complètement dépassé, ou est-ce que ça peut être une solution contre la défiance française ? Agathe, Cagé. Qu'on prenne le mot nation, qu'on prenne un autre mot, parce que je pense que dans la complexité, Renan définit véritablement ce qu'est la nation, et qu'aujourd'hui, quand on se saisit un peu de ce mot rapidement dans le débat, on perd aussi parfois le concret qu'il y a derrière l'approche que Renan avait. Donc qu'on parle de créer quelque chose autour d'une nation, qu'on parle un peu moins théoriquement, une sorte de volonté de faire société ensemble. Cette volonté-là, en France, est très forte et continue à s'exprimer, à exister de manière très marquée. Et on sent cette volonté. Non, mais on peut appeler ça nation, mais on peut appeler ça nation, mais ça va au-delà du mot, au sens où cette volonté de créer de l'appartenance collective, elle s'exprime en France au niveau national. Elle s'exprime en France aussi, plus profondément,
au niveau des différents territoires. C'est-à-dire qu'on a un pays qui aime beaucoup créer des identités, créer des fiertés, créer des points de rassemblement où on puisse tous ensemble se réunir pour partager quelque chose, pour être fiers de quelque chose, pour créer des liens de solidarité. Et au-delà du sentiment de défiance qui existe, de notre capacité à faire rapidement et fortement société, que ce soit face aux crises les plus tragiques qu'on a connues, comme les attentats qui ont frappé la France en 2015, qui ont frappé la France en 2016, qui frappent régulièrement notre État depuis, ou que ce soit ces rassemblements qu'on arrive à créer autour d'événements extrêmement joyeux comme les Jeux Olympiques. Ça montre notre capacité à toujours essayer de vouloir se rassembler et se rassembler positivement dans les moments tragiques, au sens où dans les moments tragiques, les Français ont besoin d'être ensemble, et se rassembler positivement dans les moments joyeux, parce que dans les moments joyeux, les Français ont besoin d'être ensemble. Et alors qu'on vit dans une société, la France n'y échappe pas, qui est caractérisée par des problématiques majeures d'isolement relationnel. On a de plus en plus de personnes, toutes générations confondues, y compris les plus jeunes, qui se sentent isolées relationnellement, qui disent manquer de contact humain. Et alors qu'on vit dans un monde où on a de plus en plus tendance à créer des échanges par l'intermédiaire du digital, du numérique, des outils, plutôt que de créer des échanges directs, c'est frappant qu'en France, plutôt que de regarder une finale de Léon Marchand aux Jeux Olympiques, chacun devant sa télévision, chacun préfère s'agrouper devant des écrans géants qui sont offerts dans les villes, dans des fan zones, où tout d'un coup, dans un bar, autour d'un écran, on voit très mal, on entend très mal, et où l'objectif finalement, c'est pas tant de regarder une finale que de vivre ensemble et collectivement un moment sportif qui est extrêmement fort. Mais là, oui. La difficulté qu'on a pour moi aujourd'hui, et c'est ce qui nourrit en partie la défiance, c'est qu'il y a un sentiment latent dans la société française qu'une petite partie de la population tente de faire sécession de ce qui est le commun et de ce qui est la contribution commune à la société et au collectif. Et vous désignez qui ? Les débats qui sont toujours les débats qui sont toujours des débats tendus qu'on a sur la fiscalité dans notre pays, sur la nécessité ou la non-nécessité de taxer les plus importants patrimoines, de taxer les plus hauts revenus, de comparer la fiscalité en fonction du niveau de revenus et du niveau de patrimoine qu'on possède dans la société aujourd'hui. On voit qu'il y a cette courbe très étrange de la fiscalité française, où tout d'un coup, quand vous êtes du côté des 1% des plus riches, vous avez une chute de la contribution en pourcentage par rapport aux revenus et par rapport au patrimoine. Les débats qu'on a pu avoir sur le fait qu'il fallait baisser la fiscalité parce qu'il fallait répondre au chantage à l'exit fiscal. Je ne fais pas partie je fais pas partie de la société française parce que je menace d'aller m'installer en Belgique si vous ne me supprimez pas d'impôts. Ces débats-là nourrissent une forme de défiance par rapport au fait que certains, parce qu'ils auraient des patrimoines et des fortunes extrêmement importantes, pourraient se défaire de la contribution commune au moment même où on a un pays où on a besoin, parce que notre situation budgétaire se tend, de demander une forme de contribution supplémentaire à l'ensemble des Français. Merci. Je voulais juste vous demander de faire un peu moins de discours et d'essayer de dialoguer. Attendez, je vous donnerai la parole ensuite. Non, juste revenir parce qu'il y avait une question très précise. On va progresser ensemble. Cette idée de nation, Agathe Cagé disait faire société. Vous parliez du sport, mais est-ce que le sport, c'est pas un peu une exception et que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un peu de plus en plus un refus du vivre ensemble, ce que vous appelez le vivre ensemble, et le politologue Jérôme Fouquet parle d'un archipel français aujourd'hui. Bon, Jean-François Copé. Agathe, je suis pas sûr que vous soyez allé au bout de ce que vous pensez. Je vais vous dire, je vous ai écouté super attentivement. Je vous ai écouté comme tout le monde, enfin on est tous à s'écouter évidemment. Moi je pense qu'en réalité le sujet il est absolument fondamental.
fondamentale. Le discours d'Ernest Renan, c'est un discours qui a été absolument fondateur pour proposer une assurance vie à un pays marqué depuis sa naissance par des fractures et qui a, d'une certaine manière, consacré toute une histoire qui a été marquée par des ruptures importantes, la monarchie, la Révolution, l'Empire, le Second Empire, et qui a tenté de proposer une idée magnifique pour sécuriser l'identité française, au sens de dire la nation, c'est la volonté, dans un territoire donné, d'une population, de vivre ensemble, et cela est fondé sur deux piliers, le passé, un patrimoine historique commun, et le présent, un effort de chaque instant pour préserver cette volonté de vivre ensemble. Or, la réalité de tout ça, c'est que le discours de Renan, au lendemain de l'épouvantable défaite de 1870, avait pour moteur de dire il faut en permanence rappeler que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise pour surmonter les tensions identitaires. Parce que déjà, à l'époque, tout cela existait. Ce que nous vivons aujourd'hui, les tensions communautaires, qu'on ne me raconte pas que ça n'existait pas à l'époque, alors que nous sommes à quelques encablures, au moment du discours de Renan, de l'affaire Dreyfus, qui a secoué le pays dans des proportions d'une violence inouïe, relisez la presse de l'époque. En réalité, il me semble qu'aujourd'hui, comme toujours, il y a des tentatives de déstabilisation de la nation, qu'elles viennent de l'extrême droite qui tente de la récupérer depuis toujours, sur le thème maurassien de « c'était mieux avant », que Zemmour a calqué à l'identique, « c'était mieux avant », c'est moins bien aujourd'hui parce qu'il y a des boucs émissaires qu'il nous faut condamner et combattre, comme de l'autre côté de l'échiquier, avec cette idéologie venue probablement des États-Unis, mais pas seulement, que l'on appelle pour aller vite le wokisme, sans d'ailleurs toujours prendre le temps de lire ce que c'est, qui n'est rien d'autre qu'une opération idéologique de déstabilisation de la nation, comme étant un élément du support de l'État, réputé bourgeois, car vous trouvez derrière ça, évidemment, une filiation marxiste qui consiste en permanence à considérer que la nation, c'est l'État détenu par un pouvoir capitaliste qui a servi les classes ouvrières. Et encore une fois, je fais là, pardon Sébastien de la théorie, mais pas par hasard. C'est parce qu'en réalité, on est au cœur de notre sujet. Qu'est-ce qui nourrit aujourd'hui le wokisme? C'est évidemment, pour ce qui concerne le passé, comme Renan qui disait il faut un patrimoine commun, les wokistes disent non, 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 il faut une cancel culture, c'est-à-dire en réalité, on va réécrire l'histoire en y substituant un récit communautariste et en choisissant les minorités et les victimes, parce qu'on ne va pas les prendre toutes. Si possible, si elles peuvent ne pas être les fameuses victimes blanches, masculines et judéo-chrétiennes, ça nous arrange. Et d'autre part, bien entendu, pour ce qui concerne le présent, là où Renan dit c'est un combat de chaque instant de préserver la volonté de vivre ensemble, ben non, les wokistes disent non, 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 sur le présent, ce qu'on veut, c'est valoriser les souffrances des communautés et hiérarchiser ces souffrances pour déconstruire le savoir commun imposé par un pouvoir bourgeois, et on retombe sur nos pattes par rapport à ça. Pardon de le dire comme ça, mais j'ai vraiment pris le temps de regarder. J'ai vraiment pris le temps de regarder parce que dans les premières heures, je n'ai pas compris l'élection de Trump. Comme tout le monde, oh là là, Trump, quelle horreur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il faut se poser. Les Américains, ils ne sont pas plus bêtes que nous. C'est de bon ton chez nous de dire toujours les Américains, ce n'est pas de leur faute, c'est des Texans, les cheeseburgers, etc. Non, ils ont eu à arbitrer entre deux folies. Ils ont eu à arbitrer entre deux folies. Une folie bien identifiée, Trump, capable de faire un coup d'État, de totalement dingue, enfin tout le monde sait ce qu'il en est, et de l'autre, le wokisme. Ils ont choisi, et pas qu'à moitié. Pas qu'à moitié. Parce qu'ils ont vu ce qui se passait dans les universités américaines, ils ont vu ce qui se passait dans certains référendums dans les États fédérés. Je rappelle quand même qu'il y a des établissements scolaires dans lesquels on préconise et on applique l'idée de faire des toilettes dégenrées. C'est quoi des toilettes dégenrées? C'est au nom de la lutte contre les atteintes aux minorités. C'est-à-dire des toilettes où les jeunes garçons et jeunes filles iront au même endroit. Voilà, c'est pas un sujet anecdotique, en fait, pour un adolescent. Comme de réécrire l'orthographe, comme de repenser toutes ces problématiques qui ont l'air les unes après les autres finalement pas très graves, un peu anodines, mais qui dans leur ensemble sont une déconstruction de l'idée de nation en fait, et de ce patrimoine commun, y compris historique, qu'on peut discuter, on peut débattre, mais à condition de ne pas non plus raconter n'importe quoi.
dans la hiérarchie des mémoires. Donc, c'est un point absolument essentiel. Je pense, comme Renan, que la nation, l'idée de nation est une assurance vie parce que c'est la seule manière de préserver, au meilleur sens du terme, une identité nationale au sens le plus généreux et bienveillant. On accueille sur notre territoire, contrairement à ce qu'on raconte. Chacun choisit de venir. Et à partir du moment où il y est, il s'assimile, il s'intègre. Et tout ce que nous n'avons pas assumé de faire, toujours les mêmes dirigeants de gouvernement qui ont eu peur de leur ombre, qui ont eu peur d'assumer la réalité de l'histoire coloniale et de la décolonisation en racontant tout et n'importe quoi, y compris en s'essuyant les pieds sur le patrimoine historique commun, ont généré les tensions que nous connaissons aujourd'hui et la récupération qui en est faite par les extrémistes, trop contents de pouvoir utiliser ces thématiques pour générer des tensions qui les arrangent, car elles déstabilisent la nation et le fameux État bourgeois dont on parlait tout à l'heure. Nicolas, tu veux réagir sur la nation ? Oui. Oui, parce que moi je pense que l'idée de Renan est l'une des idées les plus grandioses issues de notre patrimoine intellectuel. Et je pense que c'est une idée incroyablement moderne pour penser nos difficultés et pour penser l'avenir. En fait, ce que nous dit Renan, c'est qu'au-delà d'un sol, une nation, c'est des valeurs, c'est des idées. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, en France, c'est que nous transigeons parfois sur ces idées. Je vais vous prendre un exemple très concret. L'antisémitisme, aujourd'hui dans notre pays, il est parfaitement toléré, y compris chez des parlementaires. On me dit « Ah, mais vous confondez l'antisémitisme et le fait de critiquer la politique de l'État d'Israël ». C'est bien évidemment complètement faux. Je connais des tas de gens dans les médias qui critiquent très fortement la politique d'Israël et du Premier ministre. Gérard Haro, personne ne penserait une seule seconde à dire qu'il est antisémite. Donc c'est pas vrai. C'est un mensonge. La vérité, je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, c'est que nous sommes en train de transiger sur des valeurs, sur des principes sur lesquels il ne devrait même pas y avoir le début d'un débat. Mais c'est pareil sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Quand j'entends dire que certaines personnes vont dans un hôpital et ne veulent pas se faire soigner par un homme ou par une femme, ça me semble, mais il ne devrait même pas y avoir le début d'une discussion sur ce sujet-là dans notre pays. Et je crois que dire ça, c'est faire preuve d'ouverture, parce que c'est justement le fait d'être intransigeant sur ce type de principe qui nous permettra de rester un pays ouvert, d'accueillir du monde, et non pas de nous refermer. Parce que je partage quelque chose avec Jean-François Copé. Moi, je suis en guerre contre les populismes. Les deux. Parce que ma conviction, c'est que la France ne mérite pas ça. La France ne mérite jamais le pire. On va prendre une autre question. Il est souvent affirmé que la France est un pays où la mobilité sociale et l'égalité des chances y sont faibles. Dans un rapport de 2023 de l'IPP, donc l'Institut des politiques publiques, l'IPP considère que l'Hexagone figure parmi les pays développés où la mobilité intergénérationnelle est moins forte. Cependant, ce constat va dans le sens contraire d'une étude de l'INSEE de 2022, selon laquelle 70% des parents et des enfants modestes grimpent dans l'échelle des revenus. L'ascenseur social en France est-il en panne ou est-ce un mythe selon vous ? Et si cet ascenseur est bloqué, quelles sont les raisons et les solutions à adopter pour y remédier ? Alors, je prolonge la question avant de vous donner la parole. C'est vrai que le débat macroéconomique en France est concentré sur les inégalités. Mais est-ce que le vrai problème en France n'est pas la mobilité ? Agathe Cagé. Les deux études que vous citez de l'Institut des politiques publiques et de l'INSEE ne sont pas du tout contradictoires. Ce que montre l'Institut des politiques publiques, alors, je reviens un instant en arrière. La France a été une grande société de classe moyenne. C'est ce qui a fait l'histoire de notre pays du lendemain de la Seconde Guerre mondiale au milieu des années 1970. La France a été une grande société de classe moyenne parce que la France a été un pays dans lequel il y avait deux types de mobilité possibles et relativement forts. Le fait qu'on avait la possibilité, tout au long de sa vie personnelle, de s'élever dans notre capacité à s'élever dans l'échelle des revenus, à pouvoir, si on le souhaitait, faire l'acquisition d'un logement, à pouvoir faire l'acquisition d'un certain nombre de biens ou pouvoir adopter un certain nombre de pratiques qui étaient, 10 ans ou 5 ans auparavant, ne nous étaient pas accessibles. Donc on a connu une forte mobilité
tout au long d'une vie. Et à la même époque, celle des 30 Glorieuses, on avait une mobilité intergénérationnelle qui était relativement forte en France. C'est-à-dire qu'on était un pays dans lequel on pouvait espérer que nos enfants se construisent des destins différents de ce qui étaient nos destins. Depuis 2008, et ça s'est renforcé jusqu'à aujourd'hui, on est dans un pays, ce que j'appelle la France empêchée, dans lequel les deux mobilités ont disparu. La mobilité, tout au long de la vie, a quasiment disparu. Le sociologue Louis Chauvel l'a montré, aujourd'hui, un ouvrier, s'il veut atteindre le niveau de vie d'un cadre, pendant les 30 Glorieuses, il lui fallait 30 ans. Donc c'était à peu près la durée de sa vie active. Aujourd'hui, un ouvrier, s'il veut atteindre le niveau de vie d'un cadre, c'est un siècle. Donc même dans les perspectives les plus dingues d'Elon Musk, Bon, on vit un qui siècle voudrait maintenant. nous rendre immortels, on n'arrive plus à véritablement progresser en termes de mobilité dans sa vie. Et il y a un second blocage sur la mobilité. C'est ce que montre à la fois l'Institut des politiques publiques et ce que montre l'INSEE. C'est que la mobilité intergénérationnelle est devenue extrêmement faible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un enfant va avoir une grande chance de reproduire de fait la situation, que ce soit la situation en termes de niveau d'études, de choix professionnels, de parcours professionnel, qui était celle de ses parents. C'est lié notamment à une des plus grandes difficultés de notre système scolaire, qui est le fait qu'aujourd'hui, la France est le pays, parmi les pays riches de l'OCDE, qui connaît le niveau le plus important de déterminisme scolaire. Pour le dire autrement, en France aujourd'hui, le parcours scolaire d'un enfant est déterminé par la situation socio-économique de ses parents. Vous avez des écarts qui sont des écarts sidérants. Au moment où j'entre en classe de CP, ma possibilité d'atteindre, sans redoubler, un baccalauréat général, elle varie de 1 à 3, selon le fait que ma mère a ou n'a pas un diplôme du supérieur. Et c'est là où il faut véritablement faire évoluer notre système scolaire, c'est-à-dire avoir un système scolaire qui permet de casser ce déterminisme extrêmement fort, parce que la promesse de la nation française, c'est la promesse qui est de dire à chacun, tu vas avoir la capacité de construire un avenir. Quand on parle de déterminisme, on dit à chacun, un peu comme dans les tragédies grecques, tu pourras t'agiter dans tous les sens. En réalité, tu as un destin qui est un destin fixé d'avance. Et la mobilité que mesure l'INSEE, intergénérationnelle, en réalité, c'est ce qu'on appelle une micromobilité. C'est-à-dire que si vous prenez l'image d'une échelle, et si vous naissez sur le barreau sans l'échelle, peut-être que vous allez pouvoir monter au barreau 101, 102, 103. Vous êtes micromobile. Vous avez un peu évolué par rapport à votre situation initiale, à la situation de vos parents. Mais par rapport à ce qu'est l'échelle, vous avez à peine bougé. Et ce que met aussi en avant l'INSEE, et ça c'est une nouveauté de ce que connaît la France ces dernières années, c'est qu'on a une mobilité descendante très forte qui commence à s'installer. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus des parcours de mobilité descendante, et ça nourrit en partie la défiance qui est celle de la société française. Je me permets de finir sur un point, je ne vais pas rentrer sur le débat sur le wokisme, mais je voudrais quand même dire une chose, si on regarde les États-Unis, le plus grand counselor de l'histoire des États-Unis, c'est Donald Trump, qui a tenté et qui tente d'effacer le droit à l'avortement et les droits des femmes et ces conquêtes qui étaient fondamentales dans le pays. Parce que quand on parle de déconstruction, quand on parle de destruction, quand on parle de cancel culture, il faut aussi regarder ces droits-là qui sont mis fortement en danger aux États-Unis. Et heureusement qu'en France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement pour protéger ce qui fait partie des valeurs fondamentales françaises. C'est un sujet intéressant, mais je voudrais qu'on reste sur la mobilité. Est-ce que ou Nicolas Bouzou ou Jean-François Copé, vous voulez rebondir sur la mobilité ? Non, mais par contre, moi, je voudrais vous entendre parce que... En un mot là-dessus, moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la mobilité... Est-ce que le sujet, c'est les inégalités ou la mobilité en France ? Je pense qu'en réalité, le sujet, surtout, c'est de ne pas s'adresser à l'ensemble des jeunes de France en leur parlant de manière très concrète, mais c'est une des failles de notre système éducatif, de métier.
Parce qu'en vérité, la difficulté, c'est que notre système d'orientation aujourd'hui est focalisé sur les diplômes au lieu de l'être sur les métiers. Et c'est une énorme langue de bois qui prolonge un petit peu, mais c'est un désaccord que j'ai avec Agathe, j'en ai quelques-uns, moi je suis désolé. Bien sûr que ce déterminisme est un énorme sujet philosophique pour nous tous, mais point numéro 1, constatons quand même que la République a permis une progression considérable du niveau général dans notre pays. Point numéro 1. Et point numéro 2, il n'est pas question que si on doit améliorer ou réduire les inégalités, ce soit en tirant vers le bas. Parce que c'est sûr que si on tire vers le bas, là, on est assuré que tout le monde aura le même diplôme, mais le prix à payer, ce sera... Là-dessus, on est d'accord. Hein, les pays comme l'Allemagne qui ont lutté contre le déterminisme, en poussant tout le monde vers le haut, pousser tout le monde vers le haut et lutter contre le déterminisme, c'est pas contradictoire. D'accord. Enfin, je dis pas que c'est contradictoire. Je dis qu'il faut y faire attention parce que moi, ce que je constate, c'est que à force de supprimer les classements, de réduire les exigences au niveau du baccalauréat, de supprimer le brevet, de ne pas parler de métier et donc de ne pas avoir très tôt avec nos jeunes élèves un discours rassurant, confortant, qui leur donne confiance en eux, au lieu de leur dire vous êtes stupide parce que vous n'avez pas une bonne note en maths ou en français, donc vous êtes perdu pour la cause, au lieu d'avoir plutôt que ça un discours qui soit motivant sur toutes les opportunités qui sont offertes à chacun de nos jeunes dans chacun des quartiers en fonction du milieu où ils sont pour justement leur donner l'occasion de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça ne m'amène évidemment à vous dire que la question de la mobilité, elle est évidemment posée, mais elle l'est d'autant plus qu'on a oublié d'entendre les rêves d'un certain nombre de nos jeunes. À force de flinguer les riches, de flinguer les entrepreneurs, de flinguer un certain nombre de catégories de la population censée incarner le succès, eh bien, on a interdit à un certain nombre de gens d'en rêver. Et je pense que c'est tout à fait destructeur. Je pense qu'il ne faut jamais craindre de laisser les gens, dès le plus jeune âge, porter leurs rêves, aller le plus loin possible, avoir un discours positif sur l'ambition. Et aujourd'hui, ce discours, il faut bien le dire, il est très absent parce qu'on ne veut pas vexer, parce qu'on ne veut pas complexer. Et donc, c'est bourré de contrastes, bourré de schizophrénie. Et nos profs, ils sont au milieu de tout ça et ils ne savent plus très bien ce qu'ils ont le droit de dire. Et c'est ça aussi qui est en cause. Et je pense que ce sujet fait partie d'un grand discours politique qu'il faut réécrire, que nous n'avons plus écrit depuis très longtemps. Ça revient d'ailleurs au débat qu'on a eu tout à l'heure. Il y a besoin d'avoir en France vraiment un grand discours politique sur qu'est-ce que l'on peut attendre des 10, 15, 20 années. Ne commencez pas le discours maintenant. On va y revenir. Et comment la jeune génération doit le porter. Nicolas. De mémoire, dans l'étude de l'INSEE, je crois qu'il doit y avoir pas loin de 15% des jeunes dont les parents sont dans le décile le plus bas et qui terminent leur vie professionnelle dans le décile le plus haut. C'est pas énorme, mais c'est pas mal quand même. Ça veut dire que dans notre pays, c'est possible. Ça veut dire que vous avez quand même des jeunes qui naissent dans des milieux qui sont des milieux difficiles et qui arrivent à franchir marche après marche tous les escaliers. Alors j'aime pas trop l'idée d'ascenseur social, pardonnez-moi pour le truc, parce que ça monte pas tout seul, mais l'escalier ou l'escalator si vous voulez être plus optimiste, mais enfin en tout cas qui arrivent à monter vraiment toutes ces marches de l'ascension sociale. Donc bien évidemment c'est plus dur qu'avant, tout l'atteste, mais ça peut quand même fonctionner. Je suis évidemment entièrement d'accord sur la question de l'école. On sait que dans le domaine éducatif, il y a des choses qui marchent. D'ailleurs, on sait par exemple que réduire le nombre d'élèves par classe, c'est une bonne politique. On sait que ça donne des résultats, donc on a aussi un savoir. Mais moi, je pense aussi qu'il faut en effet donner des perspectives aux jeunes. Moi, je me suis battu avec beaucoup d'ardeur contre le programme du nouveau Front populaire au mois de juin, parce que j'avais considéré que dans le pays qui a la fiscalité la plus redistributive au monde, la rendre encore plus redistributive, c'était dire aux gens, surtout, ne réussissez pas. Surtout, essayez de ne pas y arriver. Voilà. Et moi, je pense très exactement l'inverse. On est aux cités de la réussite. Vous savez, il y a une mode en ce moment, vous savez, c'est les vertus de l'échec. C'est formidable d'échouer, il faut échouer. Alors, sans doute, il faut échouer, mais moi, je préfère la réussite. Et donc, je termine juste. Et donc, les vertus de la réussite, je trouve ça super et je veux vivre dans un pays où on aime le succès, où on aime la réussite. 2 secondes, je supprime le micro. Non, une phrase qui me démange depuis tout à l'heure. La réussite, c'est pas uniquement quelque chose de financier. Et avoir de l'ambition, c'est pas uniquement quelque chose de financier. Il n'a pas parlé d'argent. Non, mais ça, je suis évidemment 1000 fois d'accord. Qui pourrait être en désaccord avec cette idée?
Bon, alors, j'aimerais maintenant... Je sens que la salle est chaude, bouillonnante. Donc j'aimerais vous donner la parole. Il y aura un petit peu moins de questions d'étudiants, hein, pardonnez-nous. Mais là, ils sont bouillants. Alors, madame. On m'entend là, ça va? Bon. Oui, sur la question de l'école, enfin moi j'avais été choquée. Bon, à l'époque j'étais prof de lettres, j'ai changé de métier après. Mais en 1983, quand Jean-Pierre Chevènement, que j'apprécie par ailleurs, mais a dit qu'il fallait que 80% des élèves aient le bac, je me suis dit pourquoi pas 90 ou 99%. Et pour moi, ça a été le début d'une dégringolade, c'est-à-dire que de plus en plus d'élèves effectivement sont arrivés à la fac, ou un élève sur 3 ou 4, je ne sais plus, ne termine pas l'année scolaire, la première année à l'université. Les universités sont bondées. Les élèves qui veulent choisir, faire le choix d'un cours sont parfois empêchés, on leur impose une direction, etc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. La deuxième chose aussi, j'avais été sensible un petit peu à ce que disait Agathe Cagé au tout début de son discours. Un peu moins après, hein, j'ai Oui. senti. Non. Mais oui, sur la question du fait que les gens se méfient les uns les autres, etc. Moi, je pense là à un livre qui a été écrit il y a 50 ou 60 ans de Bernard Charbonneau, qui est un grand ami de Jacques Ellul. Et Bernard Charbonneau avait écrit un livre très prophétique qui s'appelait La société technicienne. La première chose, moi, que j'ai dite à une voisine là, quand je suis arrivée tout à l'heure, c'est « Regardez-moi, tout le monde est sur son smartphone ». Et on parlait justement du fait que dans le métro en venant, ou bien que les gens sont... C'est cet envahissement quand même par la technique, donc qui fait que les gens, vous pouvez crever à côté d'eux, s'ils sont avec des écouteurs, ils vous entendent même pas. Vous avez une question, madame ? Ben voilà, non, j'ai pas de question. Non. Merci pour votre intervention. Monsieur. Oui, Alain Guédon, j'ai été patron de l'innovation à l'Institut Pasteur, et donc tout ce qui était du domaine de la confiance, ça m'intéresse. Je voudrais juste faire une proposition de métaphore, même si c'est juste une métaphore, c'est les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, le biais de confirmation est exactement ce qui remplace la confiance. C'est-à-dire qu'effectivement, vous vous agrégez. Vous n'avez pas besoin de confiance, vous avez besoin d'adhésion. Et donc, je ferai une question iconoclaste. Quand on voit que dans la plupart des pays occidentaux, on se retrouve avec 50-50, 50 ne parlant pas aux autres 50, je me demande si on n'a pas à réfléchir à remplacer ce désir de confiance par ce désir d'adhésion et les narratifs qui vont derrière. Donc, je ne suis pas en train de proposer une solution, je suis en train d'essayer de voir s'il n'y a pas autre chose sur lequel on peut réfléchir sérieusement. L'adhésion et le narratif, et on est en plein dedans actuellement. Est-ce que vous voulez réagir ? Je voudrais réagir sur la première prise de parole. On a besoin aujourd'hui d'une augmentation du niveau général de l'ensemble des élèves français. On est dans des sociétés qui sont des sociétés qui demandent des niveaux de maîtrise en mathématiques, dans l'ensemble des sciences, pour l'intelligence artificielle, en langage aussi. Vous ne montez pas des modèles d'intelligence artificielle si vous ne comprenez pas la complexité du langage qui nécessite à la fois, et je rejoins Jean-François Copé là-dessus, bien sûr de parler aux jeunes, de parler d'avenir, de parler de métier, de parler de profession, de parler de concret, mais qui nécessite de monter véritablement le niveau général de l'ensemble d'une génération. Pour réagir à ce que vous venez de dire, c'est très intéressant, je trouve, puisqu'on parle de la défiance, on sent aussi beaucoup une défiance s'exprimer vis-à-vis d'une élite qui valorise beaucoup une réussite cognitive. Donc là, vous donnez des exemples, il faut améliorer le niveau et tout. Mais le rêve d'un gamin... Moi, mon fils, par exemple, il veut peut-être devenir cuisinier. Son sujet, c'est pas de savoir si c'est son niveau de savoir en sciences. Est-ce que là, on ne fait pas un peu fausse route en valorisant un modèle de réussite étroit, très cognitif ? On peut aussi rêver de devenir un excellent charpentier ou un formidable maçon.
je suis tout à fait d'accord. Cette défiance-là, quand Non, on parlait de l'élection de Trump, quand on regarde les réactions, il y a toute une partie de la population qui semble rejeter. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de vous parler d'une hiérarchie des métiers, où il y aurait des métiers plus tournés vers l'intellectuel qui seraient plus valorisables ou plus souhaitables que d'autres métiers. Je dis que est-ce demain, que la vocation de l'enseignement, c'est de faire 100% de polytechnicien? Demain, que vous soyez boulanger, que vous souhaitiez être plombier, que vous souhaitiez être footballeur, que vous souhaitiez être enseignant, vous aurez besoin qu'on augmente le niveau de maîtrise, notamment de maîtrise des outils mathématiques et des outils scientifiques, parce qu'il y a des éléments de compréhension d'un certain nombre d'outils d'aide qu'on va vous proposer, que ce soit les outils d'intelligence artificielle personnalisés, que ce soit au sein des usines, des machines qui se sont de plus en plus complexes, on a besoin d'ouvriers qui sont de plus en plus spécialisés, que ce soit pour les plombiers, une capacité à travailler. C'est comme ça qu'on forme aujourd'hui au lycée professionnel nos jeunes. On les forme à distance, on les forme par la maîtrise à la fois du geste manuel et à la fois d'un certain nombre d'outils. Et si on considère que parce qu'il faudrait séparer les métiers entre des métiers, on pourrait arrêter les études très tôt et d'autres métiers, il faudrait les continuer très longtemps, on se trompe. On a besoin de former des générations qui demain comprennent ce que leur propose un outil d'intelligence artificielle générative comme ChatGPT. Si vous ne comprenez pas comment fonctionne la réponse à la requête que vous avez formulée par ChatGPT, vous allez vous faire mal informer, vous allez vous faire instrumentaliser, vous serez pénalisé dans votre vote, vous serez pénalisé comme citoyen. Les deux ne sont absolument pas contradictoires. Et quand on a visé 80% d'élèves qui avaient le baccalauréat, on a souvent confondu dans le discours en disant « Ah, ça veut dire qu'on fixe un taux de réussite au bac et qu'il faut filer le bac à tout le monde ». Non, on ne parle pas de la réussite à l'examen, on ne parle pas de la réussite à l'examen, on parle du nombre d'élèves qui ont l'examen. Il faut qu'on ait ce double chemin et le tenir ensemble, de permettre aux jeunes d'avoir des rêves de métier qui soient des rêves de métier que j'ouvre totalement. Et pour moi, il n'y a aucune hiérarchie dans les métiers, aucune hiérarchie dans les ambitions, mais qu'on dote les jeunes des outils et de la compréhension technologique et langagière qui leur permettent demain de ne pas se faire totalement instrumentaliser par les technologies qui feront leur quotidien et leur quotidien professionnel. Merci. On va prendre Notre question. Alors, monsieur, par exemple. Je voulais poser la question de la possibilité d'un projet, d'un avenir au sens de la nation, puisqu'on veut parler de la France, et en se demandant si la crise de défiance n'était pas aussi une crise de l'engagement, et derrière cette crise de l'engagement, une crise de la destination, de l'objectif, du projet. On a beaucoup parlé du passé, des séquences de déconstruction du récit national, etc. On parle beaucoup du présent, de la capacité à gérer le présent et les difficultés du présent, mais on parle un peu moins de cette impossibilité de se projeter au sens du pays, pas simplement en cherchant à agripper tous les sujets du moment, que ce soit la crise climatique, l'intelligence artificielle ou je ne sais trop quoi, mais simplement essayer de faire un projet au sens de la nation. Enfin, je trouve que c'est une question aussi intéressante par rapport à l'engagement et par rapport à la défiance. Ouais, là-dessus, moi, je veux bien... Court. Il nous reste 10 minutes. Oui. Et Nicolas Bouzou a beaucoup de retard. Je vais lui donner la parole pour les 10 dernières minutes. Je suis désolé, j'avais des trucs incroyables à vous raconter. Mais... Donc, et ça fait 2 fois que vous m'empêchez. Vraiment, c'est un déni de démocratie, comme on dit chez Mélenchon et Le Pen. Donc, écoutez, là-dessus, très, très simplement et brièvement, je crois qu'en réalité, si on veut vraiment réfléchir à un grand projet pour notre pays, il faut essayer d'évacuer toute une série de choses qui n'ont pas plu, pas intéressé, pas attiré. On a essayé beaucoup de choses. On a dit, tiens, il faut que la France soit une nation qui rattrape l'Allemagne, supposé qu'on soit en retard dans les 10 ans. Après, on a dit, il faut qu'on soit le premier en Europe. Enfin, on a fait beaucoup de choses qui, en fait, ne correspondent pas aux attentes aujourd'hui. Donc moi, il me semble que ce que l'on peut faire de mieux, c'est d'essayer de proposer la société de confiance dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire de dire aux gens, écoutez, voilà, le rôle de l'État, finalement, et du politique, c'est pas de tout faire, et on lui demande trop. C'est de créer les conditions pour que chaque Français donne le meilleur de lui ou d'elle-même. C'est-à-dire que ce que peut garantir l'État, finalement,
c'est l'ordre, la partie régalienne, parce que celle-là, elle n'est pas discutable, dans la rue, à l'école, dans les frontières, etc., dans les comptes, bien sûr, qu'il crée les conditions pour que chaque Français puisse donner le meilleur de lui-même. Ça, c'est la partie ordre. Et puis, il faut assumer un mot magnifique qu'on a beaucoup de mal à mettre sur la table, qui est le mot de progrès. Progrès économique, progrès social, progrès scientifique, tordre le cou à tous les complotistes, progrès environnemental, progrès numérique, évidemment. Et de dire ça, c'est le génie des Français. C'est vous. C'est vous qui allez le faire. Et créer à partir de ça, dans un certain nombre de domaines, et là, pour le coup, sans exclusive, ce ne sera donc pas le diplôme, ce sera l'engagement de donner le meilleur de soi-même. Finalement, ça correspond assez bien à ce que quand on est parent, on essaie d'inculquer à ses enfants et de ce qu'on peut attendre de ses parents, c'est-à-dire finalement les valeurs. Parce qu'à la fin de la journée, c'est finalement ça qui compte. C'est pas de faire en sorte d'être le meilleur en maths ou en lettres, c'est d'essayer en réalité de donner le meilleur de soi-même, en ayant toujours à l'esprit qu'on le fait pour soi-même, pour ses enfants demain et pour son pays, virgule, la France. Et c'est bien souvent ça qu'on oublie de dire à nos concitoyens. Cette peur qu'on a d'assumer ce que c'est que la nation, justement pour ne pas vexer, pour ne pas choquer des identités contradictoires, des mouvements politiques contradictoires, en ne se rendant pas compte que ce que sont ces mouvements-là, c'est bien souvent des gens qui veulent déstructurer ce qui fait la cohésion d'une nation. On y revient toujours. Nicolas. Alors, 3 choses. D'une part, oui, il y a une crise de l'engagement. 3 choses. Non, mais ça va être très rapide, très très rapide. Moi, La je suis frappé de brièveté, voir... c'est un art français. Hein. Vous qui parlez de la nation, lisez une maxime de La Rochefoucauld ou de Chamfort en une phrase. Ouais, mais je sais être concis. Plus que les deux autres. Moi, je suis frappé de voir, y compris dans le débat public, comme les gens parfois ont peur de leurs idées, s'excusent, vont pas au bout de leurs idées, etc. J'ai des désaccords fondamentaux avec Agathe sur la fiscalité, mais je préfère parler avec Agathe de la fiscalité, qu'on ait un vrai débat et qu'on se dise les choses et qu'on arrête d'avoir peur de nos idées. Moi, un truc que je supporte pas dans le débat public, c'est les gens qui disent « Ah, mais je dis ça, mais je veux pas faire de politique. » C'est quoi le problème ? Moi, ça ne me dérange pas. Je n'ai jamais été élu, je n'ai jamais eu de responsabilité politique, mais j'ai des idées politiques. Quel est le problème ? Donc, il faut quand même avoir ce courage-là. Deuxième chose, il faut qu'on arrive, nous, ceux qui partagent des idées, qui combattent les populismes, ceux qui se situent dans l'héritage des Lumières, au fond, il faut qu'on arrive à rendre notre discours intéressant. Moi, je suis frappé de voir, dans le champ intellectuel et politique, souvent, je me dis, les gens avec qui je suis d'accord, ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. Les seuls qui m'intéressent, qui disent des choses fortes, c'est ceux avec lesquels je suis fondamentalement en désaccord. Il faut qu'on arrive vraiment, et c'est possible au cours de l'histoire. Vous avez une anthologie de Jean Garrigue sur les grands discours parlementaires. Vous reprenez le discours de Lamartine sur l'innovation, les discours de Tocqueville, la nouvelle société de Jacques Chaban-Delmas. Ce sont des discours extraordinaires. Donc, avec des idées raisonnables, justes, intelligentes, on peut faire du passionnant. C'est tout à fait possible. Et puis, dernière chose, il faut en effet qu'on arrive à projeter nos concitoyens dans l'avenir. Pour moi, les Jeux Olympiques, ce n'est pas une parenthèse. Hein. Ça a été très important ce qui s'est joué cet été. Parce que ça a montré que quand on était rassemblés, tournés vers l'excellence, avec la volonté tous ensemble de montrer le meilleur de nous-mêmes, on était capable d'impressionner le monde. Ne sous-estimons pas ça. Ce qui s'est passé cet été, c'est que la France a impressionné le monde sur tous les plans. Sportif, organisation, sécurité, artistique, le monde entier a été bluffé par ce que nous avons fait. Ça veut dire que c'est tout à fait possible, mais qu'en effet, alors il manque un discours, c'est pas seulement un discours politique d'ailleurs, hein, discours intellectuel, politique, qui nous projette vers l'avant. Alors on va un peu monter là, hein, parce qu'on a donné beaucoup la parole près de nous. On va donner la parole à la France d'en haut. J'ai une question un peu terre à terre. Quand je pense confiance, je pense aux Danois qui laissent les poussettes avec leurs enfants devant les magasins. Je pense à partout ailleurs en Europe où il n'y a pas de portillon dans les transports en commun, où il faut payer son billet mais il n'y a pas de portillon. Je pense aux distributeurs de journaux, pareil, où on peut le voler si on veut, on n'est pas obligé de mettre sa pièce. Et c'est ça, je pensais à ça dans cette conférence, et je me disais, en France, on se fait pas confiance, et je pensais que ça allait parler de ça, mais pas du tout, donc je sais pas ce que vous voulez me dire. Je sais pas si vous avez une réponse au fait que j'ai l'impression qu'en France, on se fait pas confiance. Voilà.
Alors pourquoi il y a des tourniquets dans le métro, hein? Non, mais nous, on voulait en parler, mais il nous l'a pas laissé. Hein. Non, mais ils veulent pas parler du métro, des vrais sujets. Ils sont tous stratosphériques, là. Ah bah merci. La réalité, c'est que il y a en France, c'est vrai, un tempérament assez schizophrénique, en fait. Oui. On aime bien que les choses soient respectées, mais on s'est pas rendu compte que son chien avait dégueulassé la rue, en fait. Le trottoir. Donc, si on a le malheur de faire une remarque, on s'en prend plein la figure. Parce que, quand même, avec tous les impôts que je paye, il peut bien y avoir quelqu'un qui nettoie à ma place. Donc, en réalité, le sujet, il est celui d'un discours qui s'adresse, alors pour le coup, à une nation, une population qui a toujours eu ce côté un peu, rebelle, et pour lequel la notion de respect est à géométrie variable. Vous ne trouvez pas ça dans les pays du Nord, vous avez tout à fait raison de le dire. Moi, j'ai tendance à considérer qu'il y a des domaines dans lesquels il ne faut pas lâcher, il faut continuer de le dire, mais avec un taux de résultat qui ne sera jamais incroyable. Parce que finalement, on n'a pas très peur de la sanction. Et je me suis rendu compte que pendant très longtemps, il fallait démarrer par la sanction avant que les gens ne soient tellement habitués à respecter la règle qu'il n'ait plus besoin de sanctions. Et il y a tellement longtemps qu'en France, on ne sanctionne plus ces choses-là que finalement, les gens se sont dit, pas vu, pas pris. C'est très français. Je suis obligé de vous le dire, c'est très français. Un gars de KG. Permettez-moi une boutade là-dessus. Il y a aussi en France un truc assez génial, c'est que vous entrez dans le métro, vous avez votre ticket, vous voyez que quelqu'un, parce que, pas forcément parce qu'il souhaite frauder, mais il n'a pas son ticket, la borne est cassée, etc., ne peut pas passer. En France, on a un pays dans lequel vous payez, vous tenez la porte et vous permettez à la personne derrière de passer aussi. Je le dis sous forme de boutade, mais c'est aussi ça, une forme d'esprit français, et c'est pas forcément plus mal. Alors, juste un tout petit mot sur le Danemark, parce que c'est super le Danemark, hein, quand on y va, c'est génial, etc. Mais la régulation se fait sous forme de contrôle social, parce qu'il y a forcément un contrôle à un moment ou à un autre. Et le contrôle social danois, c'est aussi quelque chose. Moi, je me souviens avec ma femme, à Copenhague, on avait traversé une piste cyclable pas sur le passage piéton, mais le ciel nous était tombé sur la tête. Je m'étais dit, je reviendrai jamais dans ce pays. C'était beaucoup trop violent. Mais c'est vrai que quand on lit les polars nordiques, on n'a pas l'impression d'une société très confiante, quand même. Toujours intéressant de lire les polars. Monsieur. Il y a un sujet qui est peu discuté, c'est la chute assez drastique du taux de natalité. Oui. Alors évidemment, je pense que c'est un sujet majeur, à nouveau peu discuté, parce qu'un monde de vieux, c'est un monde de misère. Or, au fond, ce n'est pas que la France, même si la France effectivement est aujourd'hui à 1,7, 1,8, mais assez curieusement, c'est quelque chose qui touche beaucoup de pays, la Chine par exemple, mais y compris des pays comme la Corée du Sud, qui par ailleurs investissent 4% de leur PIB à la recherche et au développement, et qui sont des pays d'innovation. Donc, qu'est-ce que veut dire cette chute de taux de natalité? Est-ce que c'est tout simplement le reflet d'une perte de confiance en l'avenir? Mais dans ce cas-là, ça ne concerne pas que la France, puisque ça se passe à peu près partout. Voilà, j'aurais voulu avoir votre commentaire sur ce point. Qui veut répondre? Alors là, ce n'est pas une spécificité française, vous l'avez dit. Hein. Non, mais je veux bien en dire un mot. Je suis pas. Je vous renvoie au livre de Julien Damon. Julien Damon vient de sortir un excellent livre sur cette question de la natalité. Moi, je suis pas. Il y a un argument, si vous voulez, qui explique, parmi d'autres raisons, mais la baisse du taux de natalité, c'est l'idée selon laquelle on vit dans un monde trop dangereux, qui est frappé par les guerres, par le réchauffement climatique, par des crises sociales, ce qui justifie de ne pas faire d'enfants. Je pense que cette idée est fondamentalement fausse. On pourrait prendre une frise chronologique derrière moi, je mets le doigt au hasard, à l'aveugle, je vous trouve autant de problèmes qu'aujourd'hui. Alors, peut-être pas il y a 6 ans, mais grosso modo, je trouve autant de difficultés qu'aujourd'hui. Le taux de natalité en France a commencé à remonter avant la fin de la guerre, en réalité. Il a commencé à remonter pendant la guerre, donc c'est bien la preuve qu'on peut faire des enfants quand il y a des problèmes. Et surtout, je pense que le vrai sujet, c'est qu'une société qui fait plus d'enfants n'a vraiment plus d'incitation à agir et à voir justement le long terme. Je prends l'exemple du réchauffement climatique. J'entends dire parfois, mais moi je ne veux pas faire d'enfants à cause du réchauffement climatique. Mais j'inverse le raisonnement. Pourquoi je lutte contre le réchauffement climatique si je n'ai pas d'enfants ? Parce que moi, à titre personnel, qu'il fasse chaud, je veux dire, c'est pas le sujet. Moi, je lutte contre le réchauffement climatique, contre les autres.
pour les autres, et pour les générations les plus jeunes, et pour les générations qui vont venir. Si on n'a plus cette perspective, notre société ne peut plus se développer. Donc je crois qu'il n'y a pas de raison idéologique qui tienne. Il peut y avoir des préférences personnelles, bien évidemment. Je suis un libéral, je respecte ça plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais il n'y a pas de raison collective valable de ne plus faire d'enfants. Jean-François Copé. En plus de ce que tu viens de dire, Nicolas, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on intègre. Hein. Il y a une mutation profonde dans la société. Je rappelle que tout le monde ne peut pas faire d'enfants et que la jeune génération aujourd'hui, contrairement à celles qui les ont précédées, ne fait plus du désir d'enfant le projet de départ. Je le dis très simplement, les mariages, et statistiquement, on tient toutes les statistiques à disposition de ceux que ça intéresse, les mariages se font de plus en plus tard, les jeunes femmes ont leur premier enfant de plus en plus tard, le projet d'une famille nombreuse n'est plus systématiquement une priorité, et on voit bien que c'est un changement absolument majeur dans les comportements sociétaux en Europe occidentale et aux États-Unis. Donc si vous ajoutez à cela les réductions très significatives d'offres de politique familiale par rapport à ce qui a pu exister par le passé du point de vue des aides financières, pour des raisons budgétaires dont on peut parler, on se trouve aujourd'hui dans une situation où le discours relatif à la démographie est totalement sorti des débats et ne correspond absolument plus aux attentes d'une partie significative de notre population. Il faut aussi dire cela parce que la question de l'éducation n'est plus du tout abordée avec les jeunes générations de la même manière et le rapport à l'enfant n'est plus du tout le même. Ça s'ajoute quand même à quelques inquiétudes existentielles, justifiées ou non, sur l'avenir de la planète. Alors, dans le livre auquel Nicolas Bouzou fait référence, le livre du sociologue Julien Damon, qui est très intéressant, il fait quand même cette proposition assez iconoclaste. Il dit qu'il faut remettre en place une politique publique pour relancer la natalité, mais il explique que la vraie politique publique consisterait à favoriser la rencontre et qu'il faudrait rembourser l'abonnement à Tinder et aux sites de rencontres. Donc je ne vais pas relancer ce nouveau débat. Dommage. En tout cas, la rencontre a eu lieu aujourd'hui. Juste, il faudrait peut-être juste rembourser les cafés dans les bars plutôt que les abonnements à Tinder. Voilà un projet pour la gauche, peut-être. Bon, merci. Je suis désolé, on n'a pas pu prendre toutes les questions. Merci Jean-François Copé, Agathe Cagé, Nicolas Bouzou, et merci à tous.